Alors, dans ce problème, on travaille maintenant avec des fonctions. Donc on a E0, l'espace des fonctions continues de R dans R, E1 de classe C1, E2 de classe C2. Ok, on va travailler des fonctions de R dans R qui sont plus ou moins régulières. Continues de classe C1, de classe C2. On pose aussi un espace N qui est constitué des F de E2, autrement dit F de R dans R de classe C2, vérifiant F de 0 égale F de 1 égale 0. Ah, exactement les mêmes contraintes que dans la partie 1 qui portait sur les polynômes. Et on considère aussi une application U qui va de N dans E0 et qui a une application F associée sa dérivée seconde, F second. Alors, en fait, elle est intéressante cette partie 2 parce qu'elle permet de voir en quoi les espaces vectoriels sont importants. Ce qui se passe dans les polynômes va pas être dans le monde des polynômes va pas être la même chose que dans le monde des fonctions. Par exemple, avec les polynômes, on avait des espaces de dimension finie. Là, on travaille avec des fonctions, on a des espaces de dimension infinie, ce qui rajoute une difficulté. On doit commencer par montrer que U est une application linéaire injective. Et donc, comme on est en dimension infinie, eh ben, on a beaucoup moins d'options. On est quand même obligé de montrer que c'est une application linéaire avec la méthode habituelle. Et donc, il va falloir expliquer que N et E2 sont des R espaces vectoriels. Alors E2 c'est le cours. N par contre c'est un espace qu'on nous donne comme ceci. Bon, ils disent on note N le sous-espace vectoriel de E2, donc je pense qu'on peut raisonnablement admettre, vu que le sujet en parle comme ça, que N est un espace vectoriel. Donc en fait ça c'est l'énoncé et le cours qui le disent. Sinon on peut quand même écrire que N c'est le noyau d'une application phi qui partirait de E2, qui irait dans R2, et qui a une application F associerait le couple formé de F de 0 et F de 1, un peu comme on a fait avec les polynômes. Et donc en faisant ça, on montre facilement, vu que ça c'est linéaire, que c'est un noyau et donc N est un R espace vectoriel. Donc on n'est pas obligé de l'admettre non plus, mais bon, enfin c'est pas tout le monde qui le montre en deux lignes comme ça non plus. Ok, en tout cas, le premier point habituel est fait. Enfin, notez que là, pour une fois, c'est pas si simple que ça, le premier point. Ensuite, on doit expliquer que U est une application. Alors, pourquoi? Parce que si je prends F dans E2, donc je dois prendre un vecteur au départ, et comme j'ai des fonctions, il vaut mieux que je les appelle F. C'est un nom adapté aux fonctions, F c'est sympa. Donc, oups, non, je dois pas la prendre dans E2, je dois la prendre dans N. Mais N est inclus dans E2. Donc ça veut dire que F est de classe C2 sur R. Si F est de classe C2 sur R, j'ai le droit de la dériver. Et donc du coup, F seconde existe, et surtout, F seconde est de classe C0, elle est continue. Par définition des fonctions de classe C2. Elle est continue sur R. Et si elle est continue sur R, eh ben ça veut dire que F seconde appartient à E0. Et ben donc c'est bon. Du coup notre U de F est bien défini et il arrive bien. Ici mon second est un peu raté. On arrive bien dans l'espace d'arrivée. Donc on a bien une application. Donc c'est un exercice théorique dans un espace de dimension infinie avec des ensembles Arbi, et donc du coup les deux premiers points habituels sont un peu plus compliqués que d'habitude. Reste le troisième point, alors lui c'est un peu toujours le même quand même. Donc pour la linéarité, je vais prendre de vecteurs, mais comme j'ai des fonctions f et g sont plutôt pas mal, donc je les prends au départ, donc dans N2. Comme d'habitude, je prends mes scalaires qui sont lambda et mu, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on va calculer, c'est U de lambda f plus mu de g. C'est un foncteur qu'on a en fait, une application qui mange des fonctions. On a tendance à appeler ça un foncteur.
mais bon. Peut-être un peu pédant comme terme. Ok, donc on a U de lambda f plus mu de g, bah il faut juste utiliser la formule pour U de f qui est en fait la dérivée seconde. Donc en fait on a juste besoin de dériver deux fois ceci, et la dérivée étant linéaire, on trouve lambda f seconde plus mu g de seconde, et là bien sûr on reconnaît lambda U de f plus mu U de g. Et donc du coup, bah c'est bien linéaire, hein. U c'est bien une application linéaire de n dans E0. Bah je veux trouver le noyau. Alors pour trouver le noyau, une bonne trame c'est de prendre un vecteur et dire bon bah je vais être dans le noyau si et seulement si bah quand je mets mon vecteur dans l'application je trouve 0. Et ça veut dire que U de f c'est f seconde qui doit être égal à 0. Alors attention, ça c'est une identité fonctionnelle. C'est-à-dire que la fonction à gauche est égale à la fonction à droite. Alors un truc sympa, c'est de balancer un x là-dedans. Ça veut dire que pour tout x réel, on a f seconde de x qui vaut 0. Alors bah du coup, si la dérivée seconde est nulle, on n'a qu'à intégrer de chaque côté. Ça veut dire en gros que pour tout x élément de R, bah, c'est bien connu que une fonction dérivable dont la dérivée est nulle est constante. Donc ça veut dire que f' de x est une constante. Ok. Et puis bah on va continuer, je vais quand même manquer de place. On va continuer. Hein. On va intégrer une fois de plus. Ouais, je vais manquer de place. Et donc on va trouver que pour tout x réel, bah f de x j'intègre à gauche est égal à un cx plus d à droite. Alors où c et d sont des constantes. Ok. Et donc j'enquête sur ma fonction f, j'ai déjà découvert que f avait une tête de cx plus d. Et là, il faut que je me rappelle du point important, c'est que mon f il est dans n, f est dans n, et donc f étant dans n, on a f de 0 qui vaut 0 et qui vaut f de 1. Ce qui nous donne comme système, si on utilise que f de x est égal à cx plus d, f de 0 ça fait d de 0, d égale 0, et on a c plus d qui vaut 0. Ça veut donc dire en fait que le c ici il est nul, le d ici il est forcément nul, et donc la fonction est identiquement nulle, c'est-à-dire que pour tout x réel, en fait on se rend compte que f de x vaut 0. Et donc ça revient à dire que f est l'application nulle. Et donc on a bien montré que pour être dans le noyau, il faut que notre application vérifie ça, mais comme en plus f doit être dans n, il faut en fait, on se rend compte que f doit forcément être égal à 0. En fait, on a fait le raisonnement comme ça, et inversement comme ça marche aussi. Et la moralité, c'est que le noyau de U, c'est le singleton 0, et donc U est injective. Alors, on arrive sur la question 2, et là, tout d'un coup, ils prennent un élément g de E0, et ils définissent une fonction grand G de x à l'aide d'une intégrale, mais waouh, il y a une valeur absolue dedans, le truc de la mort. Et alors, du coup, ils posent comme première question, justifier que G est élément de E1. En gros, ça veut dire que montrer que grand G est une fonction de classe C1, en fait. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on dérive ce truc-là. Mais normalement, ça n'a pas la bonne gueule pour qu'on puisse le dériver. Ça n'a pas du tout la tête de la forme du truc, la forme du coup, en fait. Et puis après, on doit montrer que G' de x a une tête. Ah ouais, tiens, ça a déjà un peu plus la forme du coup. Bon, j'ai ma petite idée sur comment y arriver, mais voyons voir. Après quoi, on déduire que G élément de 2, que G seconde égale G. Oh, ça a l'air trop classe comme sujet. Moi, j'aime bien l'analyse et ça a l'air trop génial ce qu'on fait là-dedans. Ça va être trop cool. Bon, je pense que va y avoir plein d'idées hallucinantes qui vont arriver dans ce sujet-là et ça devrait être très 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 instructif. Alors c'est parti. Alors déjà, en fait, pour montrer que ça c'est cette classe 1, il n'y a pas le choix. Il faut soit arriver à calculer cette intégrale, ce qui est impossible, puisque on a pris une fonction g quelconque, continue, et donc c'est impossible de trouver une primitive de ça.
Et donc la seule autre option qu'on a pour montrer qu'elle est classe C1, c'est le fameux théorème qui nous dit c'est l'unique primitif s'annulant en A de la fonction continue blablabla. Sauf que ça n'a pas la bonne tête. Alors du coup, va falloir lui donner la bonne tête. Et alors là, c'est là qu'on se dit que, mais attendez, x il est entre 0 et 1. Il y a 0 ici, il y a 1 là, peut-être que x il est par là. Mais du coup, quand t se trimballe entre 0 et x, et bah x moins t c'est positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Et quand t se trimballe entre x et 1, x moins t est négatif, et on peut aussi enlever la valeur absolue. Et donc l'idée diabolique ici, c'est de faire Charles, c'est de dire que cette intégrale-là, c'est égal à 1,5 de l'intégrale de 0 à x de x moins t g de t dt, plus 1,5 de l'intégrale qui va de x à 1 de x moins t g de t dt, et ensuite de dire, ah mais du coup, toi là, comme t est entre 0 et x, ce truc-là, il est positif à l'intérieur. Et donc ça veut dire que c'est égal à 1,5 de l'intégrale de 0 à x de x moins t, hop, plus de valeur absolue. Et puis toi, t'es négatif. Là, à l'intérieur, t'es négatif. Et donc ça veut dire que c'est l'intégrale de x1 de moins x moins t g de t dt. Bon, j'ai écrit un peu comme un porc, va falloir que j'écrive mieux que ça. Mais alors, c'est trop bien parce que on va pouvoir sortir des x, on a des x qui apparaissent dans les bornes. Ça commence à ressembler un peu à notre théorème du coup. Alors voyons voir. Je vais peut-être voir ce que je peux faire ici. Donc là, par exemple, je peux dire que c'est 1,5 de x fois l'intégrale de 0 à x de g de t dt, moins 1,5 de l'intégrale de 0 à x de tg de t dt. Ça, c'est pour le bout de gauche. Maintenant, le bout de droite, va y avoir moins 1,5 de l'intégrale de x à 1 de g de t dt, et il va y avoir plus 1,5 de l'intégrale de x à 1 de tg de t dt. Ok, alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça, c'est de classe C1. Ça, c'est de classe C1. Ça, c'est de classe C1. Et ça, c'est de classe C1. Bah ouais, à cause du théorème qui dit, quand on a une intégrale ici à x, à une constante à x d'une fonction continue, on récupère une fonction de classe C1. Bah ouais, parce que ça c'est l'unique primitif de petit g qui s'annule en 0. Ça, c'est l'unique primitif de tg de t qui s'annule en 0. Alors là, il faudrait retourner comme une crêpe avec Chal, par exemple, mettre un plus ici et intervertir les deux là, et ça serait l'unique primitive de g qui s'annule en 1. Et là, oui, là j'ai bien un plus, on pourrait faire pareil, on pourrait mettre un moins et intervertir les deux, vous voyez, comme ceci. Donc je vais intervertir, sinon je vais oublier. Donc là, voilà. Et donc là, on reconnaît bien, c'est l'unique primitive de la fonction g ou de la fonction t, g de t qui s'annule en 1, blablabla. Et donc en fait, on sait que c'est C1 ce truc-là. Donc tout ça, c'est C1, c'est C1 sur 0,1 du coup. Ok. Et donc j'avais oublié de sortir un x ici, donc j'ai corrigé mon erreur. Et donc oui, on sait dériver tout ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve comme dérivée quand on prend un x élément de 0,1 ? Alors là, on va devoir dériver un produit, donc on va avoir déjà 1,5 de l'intégrale de 0 à x de g de t dt. Ensuite, il faut que je dérive le bout là, qui va me faire un g de x. Donc j'ai un plus 1,5 de x g de x. Ça, c'est le dérivé du premier bout. Le dérivé du second bout me fait donc un moins 1,5. Et donc là, ça c'est la primitive de tg de t, donc je remplace par x, ça fait moins 1,5 de xg de x. Ouah, cool, ça simplifie. Déjà le bout là, il vire avec le bout là. Je vais effacer en dessous, pour me faire de la place encore. Parce que là, je viens juste de dériver le bout du haut, il faut encore que je dérive le bout de droite. Je vais le faire dans une autre couleur. Et donc, je vais encore avoir un plus 1,5. Alors là, je dérive le x, je dérive pas le bout là de ça.
Après, je laisse tranquille le 1,5 de x, mais je dérive l'autre bout, qui me fait donc 1,5 de g de x. Et puis après, je dois dériver ce pâté-là, qui va me faire un moins 1,5. Et comme c'est la primitive de t, g de t, et ben, en fait, je vais obtenir 1,5 de x, g de x, pour la dérivée en x. Et encore une fois, le bout là vire avec le bout là. Ce qui fait que, pour la dérivée de cette fonction, eh bien, il nous reste que deux bouts, hein. Il nous reste que 1,5 de l'intégrale de 0 à x de g de t dt, plus 1,5 de l'intégrale de 1 à x de g de t dt. Et ça, c'est vrai quand x est compris entre 0 et 1. Yeah, c'est exactement ce qu'on devait trouver. Alors, la question suivante, la question là était un peu hardcore, hein, faut l'admettre. Ça aura pas plu à plein de gens. Mais d'un autre côté, il suffit d'admettre. Hein. Vous avez qu'à admettre que G est de classe C1 et qu'en plus la dérivée de G est ça, et vous pouvez continuer le sujet. Donc c'est pas grave si vous n'arrivez pas à la faire, ils ont été gentils, puisqu'ils ont donné la formule de la dérivée. Alors maintenant, pour la question B, en déduire. Ah, il y a un en déduire, ça veut dire que ça va être facile. Que G est un élément de E2. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on montre que G est de classe C2. Oh, alors ça, c'est chaud, hein. Parce que ouais, on sait que G est C1, mais tout d'un coup, faut montrer qu'elle est de classe C2. Ah, comment on va faire ça? Ça va être assez simple, vous allez voir. Et on doit montrer que G seconde est égal à petit g. En fait, il y a plein d'idées super cool dans ce problème. Bah ouais, vous voyez, en fait, cette fonction-là, elle est C1. Et celle-là aussi, puisque, encore une fois, c'est l'unique primitive de petit g qui s'annule en 1. C'est l'unique primitive de petit g qui s'annule en 0. Mais donc, du coup, la somme, enfin, la combinaison linéaire, plutôt, là, elle est C1. Mais si cette fonction est C1, ça veut dire que la dérivée de g est C1. Et si la dérivée de g est C1, eh ben, ça veut dire que g est C2. Voilà, c'est fait. On a montré que g était C2. Cool. Alors on doit aussi calculer la dérivée seconde de g. C'est parti, hein. C'est facile maintenant de dériver ça par rapport à la formule atroce de tout à l'heure. Et donc si je dérive une seconde fois ma fonction, bah ouais, c'est l'unique primitive de g, blablabla. Bah là ça va faire 1,5 de g de x. Et puis là ça va faire 1,5 de g de x. Ah bah ouais, on trouve g de x du coup. Et donc effectivement on a g seconde égale petit g. Ok, alors on a notre fonction définie par cette intégrale, j'ai effacé plein de trucs. On doit maintenant poser, on pose h de x égale g de x plus ax plus b, et on pose ça pour x entre 0 et 1. Hein. Ok, et on est censé trouver les réels a et b pour que h appartienne à n. Bah en fait, pour que h appartienne à n, il faut que h soit de classe C2 sur R. Bah ça c'est le cas parce que G, on vient de montrer qu'elle est de classe C2 sur R, et là on a un polynôme qui est de classe C2 sur R, la somme des deux est de classe C2 sur R, donc ça c'est bon. Mais il faut aussi que h de 0 soit égal à 0 et que h de 1 soit égal à 0 pour être dans n. Ah bah on a un tout petit système tout gentil, enfin c'est ce qu'on va voir. Ça veut donc dire que si je balance 0 et 1 là-dedans, je dois avoir g de 0 plus b qui doit être égal à 0, et je dois avoir g de 1 plus a plus b qui est égal à 0. Sauf que maintenant, si j'écris mon système avec l'expression que j'ai pour g, g de 0, il faut que je remplace x par 0 là-dedans. Ça veut dire que ça fait l'intégrale de 0 à 1, de valeur absolue de moins t, ça fait... si je mets 0, ça fait moins t, mais t il est positif, donc ça fait t, g de t dt en fait. Après simplification, plus b égale 0.
Et si je fais G de 1, G de 1, ça me fait mettre 1 moins T. Mais 1 moins T, c'est toujours positif, vu que T se trimballe entre 0 et 1. Et donc du coup, ça veut dire que je peux enlever la valeur absolue. Et donc ça fait ça. Alors on est censé trouver la valeur des constantes A et B sous forme d'intégrale pour que H appartienne à N. Bah, on a déjà trouvé B, et pour trouver A, il suffit de soustraire en dessous. Et donc on va trouver que... alors bon, je vais le réécrire. Donc pour B, il suffit que je fasse passer ça de l'autre côté, donc ça fait B égale moins l'intégrale de 0,1 de TG de T dt. Pour trouver A, je soustrais la ligne là en dessous. Ça va me faire un moins 2t là, et le b va virer, et je fais passer le a de l'autre côté. Donc ça fait a égale moins l'intégrale de 0,1 de 1 moins 2t g de t dt. Je fais un peu vite, mais bon, c'est parce que j'ai pas beaucoup de place, puis c'était pas trop dur. Hein, on fait un pivot avec le b, quoi. On fait disparaître le b là, puis voilà, quoi. Et donc c'est bon, on a trouvé des constantes a et b pour que h appartienne à n. Donc je suppose que dans la suite, on va prendre ces constantes-là pour que h appartienne à n, parce qu'on va avoir besoin que h appartienne à n. Et on va voir ce qu'on obtient. Alors, il faut que je trouve u de h. Alors, c'est quoi déjà u? Ah ouais, c'est la dérivée seconde. Alors, voyons voir. U de h, eh ben déjà, j'ai le droit de le faire, u de h. Bah ouais, parce que u, il part de n, mais parce que je me suis débrouillé pour que h part de n, maintenant j'ai le droit de faire ça. Et donc, grâce au travail de la question précédente, j'ai le droit de calculer u de h. Et alors, u de h, bah par définition, c'est la dérivée seconde. Donc ça veut dire que ça va faire g seconde plus la dérivée seconde de ça, bah plus 0 en fait. Et comme la dérivée seconde de grand G, c'est petit g, bah on trouve que u de h, c'est petit g. Voilà, ça c'est fait. Puis en déduire que U est surjectif. Waouh, c'est ça qu'on a fait. Ouais, ils ont fait tout ce bins là pour montrer que U est surjectif. J'ai oublié le T là, tiens. Alors voyons voir. Pourquoi? Bah parce que dans tout ce raisonnement, on a commencé par prendre un G dans E0. Et je vous rappelle que U va de N dans E0. C'est bien ça, ouais. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une destination à l'arrivée. On a pris un G quelconque. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on vient de fabriquer un H dans N. Autrement dit, on a dit que il existe H éléments de N. On en a fabriqué un, je vous le montre. Donc, c'est qu'il existe. Et qu'est-ce qui vérifie ce H de N? Bah, il vérifie U de H égale G. Et ben, on a prouvé que la fonction était surjective, c'est exactement ça. On a montré que quand on prend une destination à l'arrivée, il existe un point de départ dans N qui permet de mener par U à G. Et donc, ça prouve que U est surjectif. Hein, c'est le bout en orange, encadré, qui prouve que U est surjectif. Alors, il y a un que peut-on en conclure? Bah, on a montré à la question 1 que U était linéaire injective. On vient de montrer que U est surjective. Bon, bah, c'est un isomorphisme, quoi. Alors, en fait, il faut dire que U est injective d'après le résultat de la question 1. U est surjective bah, d'après le résultat de la question 2D. On sait qu'elle est linéaire aussi. Et on en déduit que U est un isomorphisme. Tout ça pour ça. Bah ouais, mais c'est pas si simple que ça. On est en train de travailler dans des espaces de dimension infinie. Et donc c'est pour ça que c'est balèze. Comme on est dans des espaces de dimension infinie, on n'a pas la dimension. Et donc montrer que c'est surjectif, c'est super chaud. Et ça veut dire que la seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre une destination, montrer qu'on peut arriver à la destination, et pour ça, il faut fabriquer un point de départ. Et donc c'est chaud. Qui pouvait imaginer qu'il fallait prendre un truc comme ça pour y arriver? On a besoin d'être guidé, parce que c'est quand même un peu dur. Alors j'avais l'impression que la question là serait assez horrible.
Et puis en la regardant un peu plus, non, ça a l'air faisable, mais à condition d'avoir fait ce qu'il y avait avant. Alors déjà, ça là, je m'étais dit que pour montrer ça, vu que ça fait intervenir la bijection réciproque de U, j'aurais bien mis un U là-dedans pour montrer que c'est égal à U de ça. C'était ma première idée. Parce que ça se fait souvent, les isomorphismes, ça sert à transformer les problèmes. On change pas la nature du problème, on change son apparence. Et puis après, j'ai un peu plus regardé la question, et je me suis dit, mais tiens, je vous reconnais vous là. En fait, ça là, c'est le plus A de tout à l'heure. Et ça là, vous voyez, on reconnaît le 1 2t, g de t. Ça c'est le plus bx de tout à l'heure. Et ça c'est g de x. Donc en fait, tout ce pâté là, c'est le h de x de tout à l'heure. C'est le h de x qui appartenait à n. Et justement, il me semble qu'on avait montré que u de h, c'était g. Et du coup, quand on fait la bijection réciproque de tout ça, si je fais u-1 de u de h, je vais trouver u-1 de g. Et ça tombe bien parce que u-1 de u de h, bah, c'est h. Et bah c'est exactement ce qu'on devait obtenir. Ici on a h à droite et c'est bien égal à u-1 de g, et c'est une conséquence du fait que u soit un isomorphisme et qu'on ait montré à la question D. Donc c'est une conséquence de la question D et de la question E, à savoir que u est un isomorphisme. Et donc on a bien montré que cette égalité elle est vraie pour tout x dans 0,1, puisque on a l'égalité fonctionnelle qui est vraie, et donc elle est vraie pour tout x dans 0. Et puis elle est vraie aussi pour tout g dans E0, parce que bah, tout le travail précédemment on l'a fait pour un g quelconque dans E0. Et donc ça achève ce problème. Ah, c'était beau quand même, hein. C'est classe l'analyse, on dérive, on intègre, on fait des trucs en même temps, on mélange avec de l'algèbre linéaire, donc il y a des applications injectives, il faut qu'on soit dans un ensemble. Ah, c'est classe quand même. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la partie 1 est quand même fondamentalement différente de la partie 2. On fait pas la même chose avec les polynômes et avec les fonctions. Alors forcément, avec les fonctions, c'est une gamme de difficultés plus haut. Ce qui fait qu'on va retrouver ce genre de sujet plutôt dans les sous-parisiennes et parisiennes.